Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de ce forum. Il vous reste deux magnifiques tables rondes qui se répondent l'une l'autre. On l'a fait exprès en fait, hein. L'une s'intitule « Nous avons rêvé de l'an 2000, nos enfants ont peur de 2050 ». Je vais l'animer pendant les minutes qui suivent et ça sera suivi d'une dernière table ronde très optimiste qui sera animée par Valérie Abrial qui s'appelle « N'ayez pas peur du progrès ». Et elle vous expliquera pourquoi nous faisons ça avec un numéro spécial de la revue T. Mais sans plus attendre, vous présenter les intervenants qui ont accepté de venir avec nous parler de ce sujet de l'an 2000 et de 2050, en commençant par Nathalie Cabrol. Bonjour Nathalie Cabrol. On est très honorés et très ravis de vous avoir de très loin. Vous êtes dans l'espace, on vous voit. C'est magnifique. C'est la magie de Zoom et vous êtes dans le métaverse, si je comprends bien. Vous êtes astrobiologiste et directrice du centre de recherche Carl Sagan du SETI Institute. Vous êtes en Californie et merci encore une fois d'avoir accepté. Vous avez écrit un livre qui s'appelle, enfin plusieurs livres, mais dont le dernier s'appelle « Voyage aux frontières de la vie ». Une autre vie sur Terre est-elle possible? On comprend pourquoi vous êtes avec nous pour ce forum zéro carbone, puisque je n'ai pas mis le t-shirt, mais on le pense tous très fort. Because there is no planet B, évidemment, on va parler de ce sujet. Avec nous également Bertrand Piccard, qui a suivi pour la tribune la COP26 et qui est le président de la Fondation Solar Impulse, que chacun connaît. Fondation Solar Impulse, parce que Solar Impulse, c'est l'aventure d'une vie de Bertrand Piccard, d'explorateur, le tour du monde en ballon, le tour du monde en avion solaire et aujourd'hui, j'allais dire un tour du monde des solutions. On en parlera pour essayer de sauver la planète. Et enfin avec nous, un entrepreneur, quelqu'un du monde de l'entreprise et à la tribune, ça ne vous étonnera pas qu'on parle de l'entreprise pour chercher des solutions. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Bazir, qui est le directeur général délégué aux France du groupe Suez. Bonjour monsieur. Et on va parler un peu d'eau. L'eau, c'est la vie, évidemment. Alors peut-être pour commencer, avec Nathalie Cabrol, d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez c'est quoi votre métier, astrobiologiste précisément, et en quelques minutes, peut-être nous dire, parce que vous êtes une aventurière, vous aussi, vous êtes allé notamment, j'allais dire, dans ce qu'il y a de plus, c'est ce que vous racontez dans votre livre, dans le plus extrême de la vie sur Terre, notamment dans les Andes, pour voir jusqu'à quelle limite on pouvait pousser, finalement, la question des ressources, de la capacité de l'humain à vivre. On pense évidemment derrière à l'exploration planétaire. Si vous pouvez nous faire un bref portrait. Merci. Oui, l'astrobiologie, c'est la recherche de la vie dans l'univers. Et dans cette recherche, ça nous permet évidemment de comprendre un petit peu comment la vie se développe, mais aussi comment elle persiste à la surface d'une planète. Et on se rend très, très rapidement compte que c'est une espèce de balai très précaire entre l'évolution de l'environnement et la vie. L'un et l'autre, évidemment, coévoluent, c'est-à-dire que quand l'environnement change, la vie s'adapte ou elle ne s'adapte pas. Quand elle ne s'adapte pas, elle disparaît. Et la vie elle-même apporte des changements dans l'environnement. Et donc, c'est cette espèce de coévolution au fur et à mesure du temps qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais ce que je voudrais changer dans le débat dont on parle beaucoup, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très, très important, de recentrer ce débat. C'est d'arrêter de dire que la planète est en danger. Et ça, c'est l'astrobiologiste On est qui content parle. d'entendre ça, remarquez. La planète n'est absolument pas en danger. Ce qui est en danger, c'est l'environnement qui nous est favorable. C'est l'environnement qui a vu le développement de la civilisation humaine. La planète Terre, elle change depuis 4 milliards d'années. C'est ce que la planète fait de mieux. Et ça, c'est l'astrobiologie qui nous le dit. C'est pas seulement notre planète, c'est aussi la vision des autres planètes dans le système solaire et au-delà. Mais notre planète, elle est absolument pas en danger. Elle va s'adapter à n'importe quel nouvel équilibre qu'on lui propose. Ce qui ne va peut-être pas s'adapter, c'est l'humanité, parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise, et on la scie très rapidement. Merci de cette précision. Effectivement, c'est bien l'humanité sur Terre qui est aujourd'hui en cause. Alors, ce thème, nous avons rêvé l'an 2000, nos enfants ont peur de 2050, il m'a été inspiré, je voudrais rendre à César ce qui est à César, par Étienne Klein, le physicien bien connu, qui a prononcé cette parole lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où nous étions la tribune l'été dernier. Et il disait ça à propos de l'éco-anxiété de la jeunesse. Est-ce que, Nathalie Cabrol, vous qui travaillez sur ces sujets, qui êtes un auteur, vous ressentez effectivement
que nos enfants, aujourd'hui, ont peur de 2050. Et par rapport, vous qui êtes là dans cet univers un peu peut-être fantasmé d'une autre vie sur une autre planète, est-ce qu'aujourd'hui, ils se posent la question de savoir, certains disent, ils sont peut-être, parce qu'on est en train de gâcher la vie sur Terre, la dernière génération sur Terre? Ouais, c'est à la fois très optimiste et très pessimiste. Je pense que si la génération qui vient n'est pas anxieuse de l'avenir, elle devrait l'être. Ça nous permettrait de prendre plus de responsabilités et les prendre beaucoup plus rapidement, mais ce n'est pas seulement la génération à venir, c'est aussi notre responsabilité. En ce qui concerne l'exportation de l'humanité sur d'autres planètes, personnellement, en tant qu'exploratrice et en tant qu'astrobiologiste, je trouve que c'est une insulte à l'exploration. On ne prend pas l'exploration comme une excuse parce qu'on gâche un environnement pour aller ailleurs et reporter nos problèmes sur une autre planète. Je pense qu'il est largement temps que la civilisation humaine, qui est une civilisation adolescente, devienne adulte et comprenne qu'elle fait un avec l'environnement. C'est à partir de cette responsabilisation et d'un meilleur rapport avec notre environnement qu'on va pouvoir entrevoir peut-être l'exportation de l'humanité dans l'avenir vers d'autres planètes. Maintenant, matériellement, si vous comptez véritablement que l'avenir de l'humanité se trouve sur une autre planète, disons Mars pour commencer, il faudra déjà qu'on fasse beaucoup de progrès dans les systèmes de propulsion pour le rendre beaucoup plus faisable et rapidement. Et puis ensuite, Mars n'est quand même pas un paradis, hein. C'est une planète sur laquelle il va falloir tout apporter, sur laquelle il va falloir commencer de zéro pratiquement. Bien sûr, on ira sur Mars un jour, et bien sûr, on aura, j'aime pas le terme, mais on aura des colonies sur Mars. Mais je pense qu'il faudrait changer notre état d'esprit d'abord pour commencer cette exploration, la faire dans un état d'esprit qui est l'exportation d'une humanité responsable. Et puis ensuite, l'exploration planétaire, c'est pas fait pour résoudre les problèmes sur la Terre. Mars, ça va rien résoudre du tout. Je l'ai écrit dans mon livre. Je dis, si demain matin, on exporte 1 million d'humains sur Mars en disant qu'on va changer et qu'on va sauver la Terre et qu'on va résoudre tous les problèmes, 1 million sur 8 milliards, l'équation, elle ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. La question, c'est Donc, comment on va choisir les 20 millions. C'est une des questions. Peut-être, on voit ça dans beaucoup de films de science-fiction. Mais justement, vous qui êtes en Californie, il y a deux mythes en Californie. Il y a celui de Hollywood, qui a exporté l'humain, effectivement, dans toutes les galaxies, la science-fiction. Et puis, il y a la Silicon Valley, qui est un autre mythe. Et vous qui êtes proche, en tout cas géographiquement, de ces lieux, quelle analyse vous faites du fait qu'aujourd'hui, il y a Jeff Bezos, Elon Musk qui lancent un tourisme spatial, qui veulent conquérir demain la Lune, peut-être Mars? Est-ce que vous pensez que c'est une forme d'utopie? C'est-à-dire qu'on a déjà renoncé, ces entrepreneurs qui ont beaucoup de moyens, ont déjà renoncé à sauver la planète Terre et se disent qu'il faut effectivement sauver probablement les plus riches qui iront d'abord sur Mars, puis ailleurs. Enfin, il y a une forme de dystopie quelque part philosophique dans ce qui est en train d'être vendu par Elon Musk. Qu'en pensez-vous? oui, ce que j'en pense, ça m'a fait sourire parce que d'un seul coup, je me suis dit, si on sauve la planète Terre en envoyant les millionnaires sur Mars, on va peut-être les mettre au travail sur Mars parce qu'il faudra vraiment qu'ils se mettent au travail pour la rendre habitable. Mais il y a beaucoup de problèmes qui sont superposés. Il y a une énorme frustration de voir beaucoup d'argent mis dans l'envoi de millionnaires ou par des milliardaires en orbite. Je trouve que pour l'empreinte de carbone, c'est pas tellement optimisé la chose. Je pense pas non plus que l'idée de Bezos, etc., ce soit d'envoyer des millionnaires. Ce sont des compagnies qui font de l'argent. Donc pour eux, avoir des gens qui payent pour leurs billets, ça paye leur compagnie. Il ne faut pas du tout voir ça comme un point de vue d'exploration scientifique. La science, elle vient beaucoup plus tard dans ce genre de choses. On l'a vu tout au long de l'histoire de l'exploration. Mais je pense quand même qu'il y a tout un tas de problèmes qui sont superposés. Les gens sont agacés, et moi en premier, de constater qu'il y a des milliardaires qui peuvent envoyer des fusées dans l'espace alors qu'ils ne payent pas de taxes. Ça, c'est la chose qui agace le plus les gens pour commencer. Déjà, s'ils payaient leurs taxes, ça réglerait un petit peu des problèmes. Et en plus, la deuxième chose qui, moi, me frustre comme chercheur, c'est de voir qu'on envoie
4 personnes dans l'espace, une énorme empreinte de carbone. Pourquoi? Pour 10 minutes, pour regarder la Terre, il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilisation. Si on met cet argent-là à développer de la recherche en même temps que ces personnes-là vont dans l'espace, déjà ce serait un petit peu mieux. Maintenant, si on enlève tout ça, et qu'on regarde qu'est-ce que ça représente, ça représente peut-être pas complètement encore une démocratisation de l'espace, mais ça montre une direction dans laquelle l'humanité s'engage. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va devenir peut-être beaucoup plus abordable pour les gens en général d'aller dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on enlève les milliardaires, les millionnaires, les taxes et toutes les autres questions qu'on a aujourd'hui, ça veut simplement dire qu'on est en train de devenir une espèce interplanétaire. Ce sont les prémices de cette chose-là. Avec beaucoup de choses qui nous agacent, mais ce sont les prémices de cette chose-là. Personnellement, j'aimerais voir cet argent utilisé un tout petit peu différemment. L'exploration spatiale, c'est important. On peut en reparler plus tard si vous voulez. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent être trouvées, en tout cas d'aide, qui peuvent être trouvées dans l'exploration spatiale et dans l'astrobiologie pour les problèmes sur Terre. Donc, de ce côté-là, ces gens-là comme Bezos ou comme Musk pourraient aider. Merci beaucoup, Nathalie Carbol. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, effectivement, sur le spatial et un terme qu'on appelle la terraformation. Est-ce qu'on pourrait recréer les conditions de la même vie qu'on a, nous, sur cette Terre, peut-être sur Mars, beaucoup en parlent. Mais avant, on va écouter nos autres intervenants. Alors, je vais me tourner d'abord vers Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, je l'ai dit, vous avez, quelque part, vous êtes l'un des héros de cette recherche vers le zéro carbone, puisque vous avez fait, c'était une forme de risque quand même, à l'époque où vous le faisiez, de ce tour du monde en avion solaire. Et vous en avez créé aujourd'hui avec Solar Impulse un mouvement qui est également une fondation. La question, c'est, quand vous entendez ce que dit Nathalie Cabrol, est-ce qu'effectivement, les solutions, elles sont d'abord à chercher chez nous? Et comment, par rapport à ce que je disais au début sur la peur de 2050, recréer, je crois que c'est vraiment votre credo, vous le dites dans votre livre réaliste, je vais le citer aussi, soyons logiques autant qu'écologiques, recréer les conditions d'une vie, comme le dit Nathalie Cabrol, supportable dans le cadre d'un réchauffement inéluctable. Je pense que ce n'est pas de 2050 qu'il faut avoir peur, c'est de l'inaction d'aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on agit correctement, 2050 peut être acceptable. Mais ce qui fait extrêmement peur aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des solutions partout, que ces solutions, et on l'a prouvé avec la Fondation Solar Impulse, peuvent être rentables économiquement, elles peuvent créer des emplois, elles existent aujourd'hui et elles protègent l'environnement. Et malgré ça, on continue à dire que la révolution climatique est chère, qu'elle est sacrificielle, qu'elle est difficile et qu'il faut des solutions futures comme si on n'avait pas déjà assez aujourd'hui. Alors, c'est très beau de parler d'innovation. Et puis, si vous voulez être sûr d'être applaudi dans un discours, vous dites « je suis pour l'innovation ». Puis tout le monde vous applaudit, vous vous rasseyez, puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut rien faire aujourd'hui, puisqu'on doit attendre que l'innovation nous amène des solutions pour plus tard. Et moi, c'est là contre que je m'insurge. C'est qu'aujourd'hui, il faut changer le narratif de la protection de l'environnement, il faut changer le narratif de l'écologie, de la lutte pour les changements climatiques, et il faut réunir. Il faut arrêter de cliver. Il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais. Il n'y a pas d'un côté les écologistes et puis les industriels. Puis il n'y a pas d'un côté la gauche et la droite en politique. Tout le monde a une partie de solution. Tout le monde a des qualités et des bons projets à offrir. Et tout le monde en a aussi qui sont ou utopiques, ou trop polluants, ou pas encore prêts aujourd'hui. Mais est-ce que vous comprenez, Bertrand Piccard, vous étiez à la COP26, on parlait de Bezos tout à l'heure, il est allé effectivement raconter qu'il est allé voir la Terre d'en haut en disant « Ah oui, c'est très beau et c'est très fragile ». Ça, c'est le caractère extrémiste. Il y avait également une partie de la jeunesse incarnée par Greta Thunberg, par exemple, qui a dit « No more blablabla ». On va en parler avec les entreprises, c'est-à-dire cette peur, elle est là quand même, ce sentiment d'inaction. Alors, il faut l'écouter, cette jeunesse qui dit, qui exprime quand même probablement quelque chose d'assez profond. Et qu'est-ce qu'on peut lui répondre quand on est en face d'une situation où tout le monde a dit, la COP26, bah si, ça s'est terminé par du blablabla, il n'y a pas eu d'accord. Comment on arrive à convaincre la jeunesse qu'il n'y a pas une impuissance? Je pense qu'il ne faut pas convaincre la jeunesse de quoi que ce soit, parce que la jeunesse a raison.
on ne va pas assez vite. Et quand tu dis ce sentiment d'inaction, ce n'est pas un sentiment d'inaction, c'est beaucoup trop d'inaction. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Une réalité quand même. Et la jeunesse a raison de descendre dans la rue, et les adultes devraient aussi descendre dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne une légitimité au gouvernement pour agir. Les gouvernements, ils vont prendre des décisions qui seront acceptées par la population, acceptées par les parlements. Vous savez, si quelqu'un revient de la COP en disant on va être neutre sur le plan carbone dans 5 ans, et puis voilà ce qu'on va faire, vous pouvez être sûr qu'il se fera désavouer par son Parlement. Et dans un pays comme la Suisse, où il y a beaucoup de référendums, il sera désavoué par la population. La population a quand même refusé en Suisse, par référendum populaire, une loi sur le CO2 il y a 6 mois. Donc la Suisse n'a absolument pas donné de leçons à la Chine et à l'Inde sur la formulation de l'accord final de la COP26. Donc moi, la seule chose que je rajouterais par rapport à ce que demandent les jeunes, c'est qu'au lieu de crier problème, problème, ils devraient crier solution, solution. Parce que problème, problème, ça déprime, ça angoisse, et ça donne l'impression à tout le monde que le problème est tellement grand qu'on ne va pas pouvoir le résoudre. Et il y a maintenant un syndrome psychiatrique qui est le climate anxiety ou climate depression, qui est grave. Il y a des jeunes qui se suicident ou qui font des tentatives de suicide parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus de futur. Donc maintenant, on doit faire quoi? On doit leur montrer qu'il y a des solutions, mais qu'ils doivent insister pour que ces solutions soient appliquées. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est plus entrepreneurial. Les entreprises, elles savent que pour survivre, elles vont devoir s'adapter à une économie zéro carbone. Elles vont devoir devenir efficientes. Et c'est l'efficience qui va financer le retour sur investissement. Donc ça on l'a. Donc maintenant, qu'est-ce qui bute? C'est même plus tellement la politique, parce que la politique sait qu'elle a assez de soutien. Maintenant, ce qui bute, c'est l'administration. L'administration fonctionne avec des silos verticaux. C'est fiscalité, c'est énergie. Et dans énergie, c'est distribution ou production. Et puis on a protection des locataires. Et puis on a investissement des propriétaires d'immeubles. Enfin, tout est séparé. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Alors que tous les problèmes sont transversaux. Tous les problèmes sont transversaux et toutes les solutions pour être mises en place sont transversales. Donc on assiste aujourd'hui à une paralysie qui doit véritablement être adressée pour remettre en mouvement une espèce d'entropie dans laquelle on s'est endormi, une complaisance. On croit qu'on en fait assez, on ne fait pas assez. Mais comme les solutions sont là, ce qu'il faut, c'est vraiment pousser leur implémentation, leur mise en œuvre. Et pour ça, c'est législatif, c'est réglementaire, c'est normatif, c'est des standards. Et en gros, c'est de l'administration. Merci Bertrand Piccard. Alors, Arnaud Bazire, vous avez entendu les débuts de ce débat, on en avait un peu parlé ensemble pour le préparer. Finalement, au travers de ce qu'on dit là, c'est la question de la responsabilité de chacun des acteurs, et notamment, parce qu'on parle de nos enfants, la responsabilité des adultes aujourd'hui qui sont dans le processus de décision. Vous qui êtes à la tête d'une entreprise, évidemment au cœur de la transition écologique, comment est-ce que vous avez compris la question et quelle réponse vous pensez qu'un groupe comme le vôtre peut apporter face à cette inquiétude? Je crois que c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger, d'abord parce qu'il est nouveau. Je pense que si on avait fait le même type d'enquête d'opinion au XIXe siècle, on aurait plutôt eu une foi profonde dans la science, dans la technique, dans le progrès et donc dans la vie. Jules Verne, on rêvait de l'an 2000. Exactement. Aujourd'hui, on constate que c'est à peu près l'inverse. Bon. Donc, je suis assez d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. D'abord, je travaille dans une entreprise. Le métier de l'entreprise, c'est effectivement de s'adapter. Moi, je dirige une entreprise qu'on appelle Suez Eaux France, mais qui s'appelait avant, il n'y a pas si longtemps, Lyonnaise des Eaux. C'est une entreprise qui a 150 ans, qui a traversé plusieurs guerres, des événements de la guerre de 70 à la guerre de 40, en passant par la Commune de Paris, la Première Guerre mondiale, quelques crises économiques, etc. Je pense qu'on voit ce que c'est que l'adaptation. L'autre chose qui me frappe, c'est que je pense que ça n'est pas effectivement la responsabilité de l'État ou des entreprises ou des citoyens, c'est une responsabilité absolument collective. Moi, je m'occupe d'eau. Alors effectivement, je comprends que ce soit au cœur de ces problématiques-là.
Si on regarde, on parle beaucoup de catastrophes climatiques, catastrophes naturelles. 9 catastrophes naturelles sur 10 ont l'eau pour origine. Sur les 2 dernières années, les assureurs français ont versé 3,2 milliards pour indemniser des victimes de catastrophes liées à l'eau. Il y a 10 ans ou 20 ans, c'était 1 milliard, puis 2. Là, on en est à 3,2 milliards. Donc, on voit bien que ce problème-là, il va être de plus en plus important. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est en train de progresser. Là où je rejoins complètement Bertrand Piccard, c'est que je ne suis pas sûr que l'eau soit en tête des préoccupations, par exemple gouvernementales. Je trouve que c'est un peu le parent pauvre d'un certain nombre de politiques publiques. Quand je regarde par exemple le volet transition écologique du plan de relance post-Covid, 30 milliards, chapitre eau, 300 millions, 1%. Mais même quand vous regardez la COP 26, l'eau, c'est pas vraiment, alors qu'on sait, moi ça fait des années comme journaliste que j'entends parler de futures guerres de l'eau. Même elles ont déjà lieu quand on voit aujourd'hui les migrations dont on nous parle avec cette crise climatique qui pourrait provoquer des migrations. Ça a déjà commencé avec des sécheresses, avec des problèmes d'alimentation et d'agriculture. Donc est-ce qu'on a pris la mesure, en réalité, on nous parle de réchauffement climatique, est-ce qu'on a pris la mesure en fait que l'une des solutions, c'est probablement d'investir massivement pour permettre aux gens de s'y adapter là où ils habitent, là où ils sont. Les principaux problèmes vont être demain dans les pays qui vont être les grandes victimes du réchauffement. Et je pense que vous y travaillez, même si Suez a une grosse partie internationale. Comment apporter de l'eau dans les régions qui, demain, vont se retrouver face à un climat qui ne sera pas du tout le même. On a des solutions, vous avez des technologies, mais elles coûtent cher, par exemple, en énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la capacité à finalement répondre à ce besoin, ce stress hydrique et qui va aller croissant? Il y a évidemment, on a toujours trouvé des solutions depuis l'Antiquité. Au fond, la première chose qu'on ait faite en matière d'eau, c'est du confort. C'est les aqueducs romains pour amener l'eau au centre des villes. Et puis progressivement, plutôt dans les maisons elles-mêmes. Après ça, si je fais un grand bond dans le temps, au 19e siècle, on a commencé à avoir des préoccupations hygiénistes. On a commencé à construire des réseaux d'assainissement, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on s'est décalé vers un autre type de problème, c'est comment on préserve la ressource. Au fond, la grosse angoisse qu'il peut y avoir derrière cette éco-anxiété exprimée par les jeunes, c'est et si on manquait d'eau? Bon. Là, pour le coup, je ne serais pas aussi pessimiste que ça, parce qu'effectivement, l'humanité, la planète n'était peut-être pas faite au départ pour avoir 10 milliards de bipèdes qui se promènent dessus, mais l'humanité pollue, produit des tas de problèmes. Dieu merci, elle produit aussi des solutions. Et des solutions, vous avez tout à fait raison, on en a. Alors, après ça, elles sont plus ou moins adaptées au territoire, etc. L'eau douce, c'est une ressource extrêmement rare sur la planète. L'eau de mer l'est infiniment plus. On a déjà des technologies aujourd'hui qui permettent de dessaler l'eau de mer, etc. Maintenant, est-ce que le dessalement d'eau de mer, c'est la solution en France? Je ne suis pas sûr. Au Moyen-Orient, je pense que ça a beaucoup de sens. Même en Espagne, vous savez qu'un tiers de la ville de Barcelone est alimentée par une usine de dessalement d'eau de mer. En France, je pense qu'il y a bien d'autres solutions qu'on pourrait mettre en œuvre, mais là encore, je vous rejoins, il faudrait évoluer, notamment sur le plan de la réglementation. Ce n'est pas la technique, elle existe. Je vous donne juste un exemple, la réutilisation des eaux usées. En France, c'est 0,8% des eaux usées qui sont réutilisées. En Espagne, c'est 8%, 10 fois plus. En Italie, c'est 14%. Ils sont très en avance par rapport à nous. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France? Parce qu'on ne sait pas le faire? Bien sûr que si. Est-ce que vraiment il faut arroser les rues de Paris avec de l'eau potable, donc qui a subi tout un processus énergétivore, etc., pour nettoyer les rues, pour arroser les espaces verts? Non, c'est un problème de réglementation. Nos voisins le font très bien et je n'ai pas cru entendre qu'il y ait plus de problèmes en Espagne ou en Italie sur ce plan-là que chez nous. Et néanmoins, on ne peut pas le faire pour des raisons effectivement administrative. Vous avez complètement raison. Après ça, il y a aussi un problème de comportement individuel. Ce n'est pas seulement à l'État ou aux entreprises comme la nôtre de se préoccuper de ça. Bien sûr qu'on s'en préoccupe tous les jours. Après, il y a aussi une éducation aux bons usages de l'eau. Et on voit bien que ces usages, ils évoluent. Aujourd'hui, vous voyez des comportements dans les villes. Vous avez dû voir au cours des derniers étés les phénomènes de street pooling. Je ne suis pas sûr que ce soit
un geste très éco-responsable. Voilà, alors il y a des raisons à ça, sociologiques, économiques, sociales, tout ce qu'on veut, mais on voit bien qu'il y a aussi un travail de pédagogie à faire, notamment auprès des jeunes, pour leur faire bien comprendre que leur comportement peut être à un moment donné inadapté et qu'on ne progressera que tous ensemble. Nathalie Cabrol, en préparant avec vous, je vous avais envoyé un petit message en vous disant un peu ce dont je voulais parler. Il y a la science-fiction qui nous intéresse aussi. Vous connaissez sans doute tous le cycle de fondation d'Isaac Asimov. Il y a une planète qui s'appelle Trantor, qui est une planète-ville. C'est une immense ville, totalement tentaculaire, et qui absorbe toutes les ressources de la galaxie dans ce livre, et qui va jusqu'à provoquer l'effondrement de la civilisation. Je prends ce parallèle pour dire, est-ce que vous qui travaillez sur finalement les écosystèmes planétaires, est-ce que vous pensez que nous sommes aujourd'hui, vous disiez non, la planète n'est pas en danger, mais la vie sur cette planète est en danger, est-ce qu'on est aujourd'hui arrivé à des niveaux de stress sur nos ressources, sur lesquels demain, dans un monde à 10, 12, peut-être plus milliards d'habitants, est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre comme on a vécu jusqu'à présent, c'est-à-dire avec finalement un énorme confort, notamment dans les pays les plus riches? Oui, alors encore une fois, pour être sûr que le débat est bien là où il doit être, la planète n'est pas en danger. La vie en général n'est pas en danger. Il y a des tas d'espèces qui peuvent survivre quoi qu'il arrive, même si une grosse partie de la biosphère s'effondre. On a vu ça au cours de l'évolution de la planète avec des extinctions en masse qui se sont succédées. Ce qui est véritablement en cause à l'heure actuelle, c'est notre civilisation et la partie de l'écosystème qui vit rapprochée à l'humanité ou qui vit en relation avec l'humanité. On voit déjà se profiler à l'horizon des marques d'extinction et on connaît ces marques au fur et à mesure du temps. Bon, il y a évidemment beaucoup d'espèces qui disparaissent chaque année. On en parle, c'est pas qu'on n'en parle pas. Les grands mammifères disparaissent, mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces qui disparaissent. On est en train d'assister à un changement aussi dans la régulation des courants des océans. Ça, c'est pas très bon signe quand il s'agit du climat, parce qu'on a quand même une espèce de chaîne d'alimentation dans l'océan qui régit les climats. Quand elle s'arrête, celle-là, c'est très très mauvais signe pour l'humanité. Alors, si on regarde les choses comme elles sont, il y a aussi un autre aspect, vous parliez de 10-12 milliards d'habitants, 14 milliards d'habitants. Je ne suis pas économiste et je ne suis pas démographe, mais je crois qu'il y a des modèles qui montrent qu'il y a en tout cas un palier à 10 milliards d'habitants et une population qui redescend ensuite pour des tas de raisons qui sont démographiques, socio-économiques, d'éducation, etc. C'est quand même beaucoup trop. C'est quand même beaucoup trop pour arriver à vivre dans notre environnement et en équilibre avec notre planète. Je pense que la moitié de la population terrestre, ce serait quand même une bonne nouvelle pour les ressources, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient dans l'océan, parce que pour le moment, on est un peu comme des sauterelles dans les champs. C'est pour ça qu'il faut conquérir d'autres mondes, alors qu'il faudrait trouver une planète B. Non, c'est pas... Ça, c'est l'utopie. C'est l'utopie. Et peut-être que ça vous surprend que je parle de cette façon-là en tant qu'astrobiologiste. Personnellement, je ne veux pas voir l'exploration utilisée pour résoudre un problème. Le problème pour nous, c'est de devenir adulte avec notre propre planète à l'heure actuelle. Et on peut le faire. Et M. Picard a absolument raison. Les solutions, elles existent déjà. Ce qui n'existe pas, c'est la volonté globale. On le voit même avec cette pandémie. Les gens refusent d'agir en tant que groupe, en tant que cellule, en tant que planète, ce que Carl Sagan disait. On est sur ce petit point bleu et on est tous ensemble. C'est un système, c'est la notion de système qui a disparu. S'il y en a seulement une partie de l'humanité qui agit, c'est pas utile. Si vous avez les trois quarts qui n'agissent pas, ça sert à rien, on est dans le même système. C'est donc une action commune qu'il faut engager et il faut l'engager maintenant. Bertrand Piccard, on entend ce que dit Nathalie Cabrol, dans les solutions sur lesquelles vous avez travaillé, identifié, un des mots finalement clés, c'est la sobriété. C'est d'essayer de finalement ne pas gaspiller les ressources. Est-ce que vous avez quelques idées de solutions que vous pourriez nous proposer qui permettraient de très rapidement d'être mises en œuvre, que ce soit dans l'énergie, on parle beaucoup des problématiques de stockage de l'énergie renouvelable. On sait le faire, mais on ne sait pas forcément aujourd'hui qu'elles existent. Est-ce que vous avez 2-3 pistes comme ça que vous pouvez nous donner?
C'est intéressant de voir les mots qui sont utilisés. Quand vous dites sobriété, psychologiquement, ça crée quoi? Du stress. Ça crée du stress chez beaucoup de gens, ou ceux qui ont déjà pas mal et qui se disent « je ne veux pas perdre ce que j'ai », ou ceux qui n'ont pas grand-chose et qui se disent « je ne pourrai jamais acquérir ce que j'aimerais ». Donc, ce terme de sobriété, il est philosophiquement magnifique parce qu'on vit dans une démesure absolument inacceptable. Et philosophiquement, je pense que la sobriété, c'est juste. Maintenant, il faut faire très attention à la psychologie de l'être humain. Ce qui veut dire que moi, au lieu de sobriété, j'utilise le mot efficience. L'efficience, c'est quoi? L'efficience, c'est quand on utilise moins de ressources pour arriver au même résultat ou à un résultat meilleur. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la notion sacrificielle que vous infligez aux autres, vous êtes dans la notion d'économie de ressources, d'économie d'énergie, de développement de solutions. Dans l'écologie positive. Dans l'écologie réaliste. Et je pense que ça, c'est très important, le vocabulaire qu'on utilise. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on vivait peut-être trop bien. Je ne crois pas que c'est une question de vivre trop bien. C'est une question que pour vivre trop bien, nous gaspillons énormément. On gaspille de l'eau, on gaspille de l'énergie, on gaspille des matières premières, on gaspille même les déchets. Parce qu'on ne comprend pas que les déchets sont une ressource à réutiliser. Par conséquent, on gaspille tout. L'efficience, c'est ce qui permet de gaspiller moins. Alors, aujourd'hui, on nous dit, on ne peut pas produire tout ce qu'il nous faut en énergie renouvelable parce qu'on consomme trop. Mais il faut inverser le problème. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut dire les choses. Il faut dire, on gaspille les 3/4 de l'énergie produite ou par des comportements inappropriés, ou par des comportements irrespectueux vis-à-vis des ressources et d'énergie, ou parce qu'on a des systèmes archaïques, des maisons mal isolées, des chauffages inefficients, des vieux processus industriels, des moteurs à combustion qui gaspillent les 3/4 de l'essence ou du diesel qu'on met dedans. Il est là le vrai problème. Par conséquent, si on adresse le problème de l'efficience pour rendre notre monde efficient, eh bien on peut très bien produire le reste avec des énergies renouvelables. Exemple. Et c'est les deux choses qui doivent aller ensemble. Exemple de solution, vous en parlez dans une interview récente avec nous. Alors, exemple de solution. Solution française qui réabsorbe la chaleur perdue dans les cheminées d'usine pour la remettre dans l'usine. Au lieu de chauffer ensuite de l'air ambiant jusqu'à 1000 degrés, eh ben on chauffe de 800 degrés à 1000 degrés. Énorme économie d'énergie, énorme économie de CO2, énorme économie sur la facture et une opportunité industrielle pour une start-up française qui commercialise le système partout. Autre système, du forage géothermique à 200 mètres de profondeur en ville, avec des nouvelles techniques pour forer en oblique. Donc vous avez besoin d'une place de parking et vous forez de manière à mettre quoi? Des pompes à chaleur dans des immeubles, dans des centres-villes. Des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à maintenant parce que les pompes à chaleur étaient d'habitude uniquement pour les maisons individuelles. Tout est comme ça. Vous avez la possibilité de faire passer des tuyaux d'eau sous le goudron des routes, qui est en principe noir ou gris foncé. Ça chauffe cette eau de manière totalement naturelle et vous stockez l'énergie dans le sous-sol à 200 mètres de profondeur pour ressortir cette chaleur en hiver quand il n'y a pas d'énergie solaire, par exemple, ou quand il n'y a pas assez de vent. Donc vous voyez que absolument partout, là je vous ai donné 3 ou 4, mais il y en a encore 1297 autres, et il continue à y en arriver à la fondation. Elles sont toutes sur le site de la Fondation Solar Impulse. Oui, et il continue à y en avoir, on ne s'arrête pas parce qu'on en a 1000 et ensuite 1300, ça continue à arriver. La question, c'est celles qui vont peut-être arriver à maturité, qui est une question. Elles sont toutes à maturité, sinon elles ne seraient pas acceptées. Pardon, à par nos maturité, experts. j'entends à maturité à l'économie d'échelle, à se développer massivement. Oui. Donc tout est existant aujourd'hui, il n'y a rien qui est une vague idée pour le futur. Parce que si je vais voir un chef d'État et que je dis j'ai une vague idée pour le futur, il me dit c'est génial. Vous êtes le grand VRP finalement de ces solutions aujourd'hui. Vous faites le tour du monde pour essayer de les proposer, oui. que les pays les adoptent. C'est ça qu'on a fait à la COP, c'est qu'on a proposé aux pays qu'on a rencontrés, on a rencontré à peu près 25 ministres, d'envoyer quelqu'un à la Fondation pour sélectionner avec nous les solutions qui seront utiles pour leur pays et puis ensuite forcément d'étudier quels sont les freins administratifs à faire sauter. Arnaud Bazir, vous préférez aussi ce mot d'efficience à celui de sobriété. Qu'est-ce que ça veut dire dans les métiers de Suez et de l'eau aux déchets notamment? Très, très concrètement, je me reconnais tout à fait dans les propos de Bertrand Piccard.
Quand vous dites qu'on gâche de l'eau, on gâche des déchets qu'on pourrait réutiliser à autre chose, c'est des choses que nous commençons à faire. Plus vous traitez l'eau, plus vous allez loin dans le traitement des eaux usées, plus vous allez produire un résidu qu'on appelle les boues d'épuration. Pendant des décennies, qu'est-ce qu'on a fait des boues? Très principalement, on les met dans des incinérateurs. Une boue de station d'épuration, c'est composé à 96 ou 17% d'eau. Donc, vous voyez, on mange de l'énergie pour chauffer de l'eau et en faire de la vapeur qui part dans l'air. C'est pas très très intelligent. Aujourd'hui, on a un certain nombre de procédés qui permettent d'utiliser ces boues et d'en faire un combustible. On en fait du biométhane, très clairement, qu'après ça, on peut réinjecter dans les réseaux de chaleur urbaine. C'est quand même mieux que de brûler de l'énergie pour... Voilà, ça, c'est des choses qu'on sait faire. L'exemple que vous donniez sous le goudron, on sait aussi dans les réseaux d'assainissement utiliser le fait tout bête qu'un réseau d'assainissement, l'eau qui circule dedans est à température constante du 1er janvier au 31 décembre. Donc le différentiel entre l'air extérieur et l'eau qui est contenue là-dedans peut tout à fait être utilisé avec un système d'échangeur à la fin. Et on fait ça. Vous avez aujourd'hui des bâtiments publics qui sont chauffés comme ça. La piscine municipale de la ville de Douai, l'université de Valenciennes sont chauffés aujourd'hui comme ça. Ce que je regrette, c'est que ces initiatives-là restent aujourd'hui, j'allais dire, un peu anecdotiques. Non pas, là encore, que les technologies n'existent pas, mais par manque de volonté, parce que ça ne paraît pas toujours être la priorité et que les élus préfèrent souvent, on les comprend, hein, peut-être, faire d'autres choix. Globalement, il y a un énorme problème de moyens en France. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il faudrait investir 17 milliards sur les 5 ans à venir, simplement pour mettre à niveau les réseaux d'eau, les rendre moins fuyards, donc arrêter de perdre de l'eau. Aujourd'hui, 1 litre sur 5 en France d'eau produite potabilisée repart directement au sous-sol. Bon, c'est quand même un gâchis épouvantable. Simplement, il faut effectivement une volonté politique, et la volonté politique, on sait que c'est un mot qui cache un peu derrière une volonté financière. On sait que tous les budgets sont contraints. Après, c'est une question d'ordre des priorités. Qu'est-ce qu'on met avant tout? Aller pleurer toute la journée sur les difficultés du climat, la nécessité de faire quelque chose et ne pas faire ce qu'on pourrait déjà faire, et je suis bien d'accord, c'est pas attendre la prochaine innovation. Les innovations, elles existent. Mettons-les en œuvre. Nathalie Cabrol, je terminer et conclure cette petite émission d'une heure qu'on a passée ensemble pour parler avec vous de notre film qui a fait pas mal parler de lui, c'est Seul sur Mars. Est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un astronaute qui vit sur Mars, ils sont installés sur Mars et puis tout le monde se barre sauf lui qui reste tout seul et il doit se débrouiller pour essayer de trouver des ressources. Est-ce que finalement, c'est ce que la planétologie, ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, l'éducation qui nous manque, c'est peut-être celle, alors le mot de sobriété, ok, ne va pas, mais essayer de ne pas gaspiller justement, essayer de trouver les solutions les plus optimales. Si on était sur Mars, on serait obligé finalement, parce qu'il n'y aurait pas d'eau ou pas d'air, de faire attention à nos ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas changer un petit peu dans nos modes de vie, prendre en compte en fait cette rareté et qu'est-ce qui peut permettre de donner finalement un prix à cette rareté dans le changement de nos modes de vie? Je crois qu'on a entendu beaucoup des solutions déjà. En fait, il y a beaucoup d'optimisme dans ce qu'on entend, ce qu'on a entendu dans cette heure. Les solutions, elles existent. Ce qui manque, c'est la volonté, comme je le disais. Et ce que l'exploration planétaire nous donne, c'est cette perspective et cette notion de système. Encore une fois, ce qu'on met dans un système va nous revenir d'une manière ou d'une autre. On ne vit pas à l'écart de la planète, on vit à l'intérieur de la planète, on n'est pas à l'écart de la biosphère. On a des ressources, elles sont finies. La manière dont on les utilise, c'est comme ça qu'elles vont nous revenir. Si on les gâche, on est en train de déséquilibrer ce système. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aussi, quand vous regardez la position de notre planète dans le système solaire, là je prends vraiment de la perspective de l'astrobiologie, on est dans ce qu'on appelle la zone habitable de notre planète. Un tout petit peu plus près du Soleil, il y a Vénus. Il n'y a pas une grande différence, c'est juste un tout petit peu plus chaud. Mais ça a complètement changé le futur de cette planète qui est aujourd'hui absolument habitable et qui fait 460 degrés à sa surface. C'est tout simplement parce qu'on a commencé un feedback de carbone sur Vénus. Mars, d'un autre côté, c'est pas trop mal, mais c'est quand même un petit peu plus froid.
Ici, sur Terre, on est sur une planète qui ressemble quelque part un peu à un miracle dans le cosmos, une planète qui est précieuse et sur laquelle la vie a évolué pendant 4 milliards d'années. C'est quand même un petit peu dommage, je dirais, de voir à quelle vitesse on est en train de changer un environnement qui nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre bien et pour vivre comme il faut. Simplement, il faut avoir un petit peu plus de respect pour la planète sur laquelle on vit. Merci beaucoup Nathalie Cabrol et merci à tous les deux ici à Paris pour ce débat très intéressant et qui, j'espère, permettra à nos enfants qui le regarderont de rêver de 2050. On voudrait terminer, avant d'écouter Valérie Abrial, qui va venir faire son débat de la revue T sur le progrès. Je voudrais terminer par rendre un hommage à une femme. Aujourd'hui, il y a eu 2 événements en France. Il y a eu le Forum Zéro Carbone et puis il y a eu ça, Joséphine Baker, si on peut envoyer 2 secondes l'image et la musique. J'ai 2 amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. Joséphine Baker qui est donc au Panthéon ce soir. Merci beaucoup.